Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle semaine de vlog lecture. C'est officiellement la première vidéo de l'année 2023 que je sors sur la chaîne, donc je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2023. Plein de bonheur, d'amour, de bonnes choses, de progrès, de projets qui se concrétisent, d'objectifs atteints si vous vous en fixez ou de résolutions tenues si vous en prenez. Que vous soyez épanoui professionnellement, personnellement parlant, que vous fassiez de belles lectures et de belles découvertes durant cette nouvelle année. Pour ma part, pas vraiment de résolution ou d'objectif. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire parce que je ne les tiens jamais. En revanche, j'avais déjà réfléchi un petit peu fin 2022 et ce vlog va être un petit peu différent des autres, étant donné qu'il va durer sur 15 jours. Je vais voir ce que ça donne, mais en fait j'avais pour projet cette année de vous sortir 2 vidéos par mois, donc des vlogs, et voilà. Et en fait ils dureront pendant 15 jours et non pas une semaine. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que ça correspond mieux à mon rythme de lecture. Je n'aurai pas de pression ou je culpabiliserai pas de vous faire un contenu un peu bancal durant une semaine parce que parfois ça passe très vite. Et même si je vous dis que la lecture pour moi ça reste une passion, je ne veux pas ressentir de pression, je ne me mets pas de pression aussi vis-à-vis de ça. Eh bien, ces derniers temps, c'était pas vraiment le cas. Je culpabilisais quand je ne lisais pas assez, que je ne lisais pas du tout, parce que parfois on a d'autres choses à faire en dehors de nos temps de lecture, en dehors aussi de notre travail. On voit des amis, bon, il y a eu les fêtes de fin d'année. Bref, on a des vies, c'est normal. Des fois, on est occupé par d'autres projets, par d'autres choses. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu un rythme un petit peu bancal ces derniers temps. Ça m'a fait un petit peu stresser. D'où le fait que j'ai failli ne pas sortir le dernier vlog d'ailleurs qui est sorti il y a 15 jours de ça maintenant. Bref, je vais essayer de voir ce que ça donne sur 15 jours. Dites-moi ce que vous en pensez à la fin de la vidéo, si vous préférez une semaine ou 15 jours. Et puis moi-même, je verrai aussi ce que je préfère et si je reviens à l'ancien mode des vlogs de une semaine ou alors si je continue comme ça. Je vais également essayer cette année, et j'espère m'y tenir, mais pareil, ça demande beaucoup d'organisation, de faire quelques vidéos sur ma chaîne hors vlog lecture parce que j'ai conscience que tout le monde n'aime pas les regarder. Et j'aimerais faire des book hauls, alors soit par mois, soit par trimestre, ou tous les 2 mois, tout dépend de ce que j'achète à ce moment-là, parce que j'achète pas 10 000 livres par mois non plus. Mais voilà, faire des book hauls ou des vidéos qui résument mes lectures du mois, pour ceux qui ne regardent pas les vlogs. Faire aussi les sorties que j'attends par mois. Ça serait plutôt sympa, mais voilà, ça me demande de l'organisation, un petit peu de travail à côté aussi, et donc je verrai si j'arrive à tout combiner pour que ça s'enchaîne plutôt bien. Bref, voilà, quelques projets pour cette nouvelle année. Ce ne sont pas des objectifs, attention, parce que si je ne les atteins pas, je serai déçue. Mais non, ce ne sont pas des objectifs, juste quelques petites envies. Et voilà, je vais prendre mon temps petit à petit et je vais essayer de ne pas me mettre la pression. Bref, sur ce, assez parlé pour cette introduction. Je tiens à vous présenter les 3 livres que j'ai reçus pour Noël. Il serait temps, vous allez me dire. J'ai pas beaucoup demandé de livres pour Noël, mais j'en ai quand même reçu 3 et je vous les présente tout de suite. Il y a d'abord un roman de fantasy et je pense que c'est de la romantasy. Donc la romantasy, c'est de la romance dans la fantasy, tout simplement. J'ai eu du coup Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, publié aux éditions Big Bang. Il était temps parce que ce livre me faisait beaucoup envie. Je l'ai découvert sur la chaîne de Nina Quill et en fait elle en avait trop bien parlé. Il est pas récent, hein, je crois qu'il date d'il y a un an au moins. Au moins un an. Ouais, 2022, septembre 2022. Pour elle, ça avait été un très gros coup de cœur et compagnie. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, à force de l'en entendre parler. Ça m'a donné envie. Vous savez que je me lance de plus en plus dans la fantasy. La romantasy, j'avoue que je ne connaissais pas trop encore. C'est chose faite, vous allez voir avec ma lecture en cours. Mais voilà, j'ai eu ce livre, je suis contente. Et hop, apparemment il y a des illustrations, il y a des pages vertes. Je veux pas me faire spoiler, ou alors ça a déteint, je sais pas. Je sais pas, en tout cas il y a des petites marques de verre. On verra bien au moment de la lecture.
Le deuxième livre que j'ai eu, c'est encore de la fantasy. Vous allez me dire encore, et oui. Mais là, c'est le dernier. Le prochain, ce sera un livre contemporain. C'est La Cour des Miracles et c'est donc le tome 2 de la saga Vamparia. Vamparia, c'est ça? Vampiria. Ok. La couverture d'ailleurs est très très jolie. Donc je m'étais acheté le tome 1 tout récemment chez Gilbert Joseph, d'occasion il me semble, et j'avais mis directement dans ma wishlist le tome 2 sans même avoir lu le 1. C'est pas génial ça? Mais il y a quelque chose qui me dit que je vais l'aimer. Je l'ai vu sur la chaîne, sur beaucoup de chaînes, mais notamment sur la chaîne de Kimi, Kimi Collection, et il y a un truc qui fait que je sens que je vais aimer ce livre, donc voilà, j'ai le tome 2, je suis très contente. Il y a le troisième qui est sorti, mais chaque chose en son temps, voilà. Je vais déjà commencer par ces deux-là, ça sera pas mal. Et enfin, le troisième livre, c'est Le choix de Viola Ardon, publié aux éditions Albin Michel. Un livre que j'avais noté dans ma wishlist de la sortie littéraire, si je dis pas de bêtises, de septembre 2022. Il m'avait fait très 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 envie. Et rien que pour ça, je vais vous lire le résumé. Martorana, un petit village de la Sicile des années 1960. À 15 ans, Olivia Derano rêve de liberté. Elle étudie le latin et aime découvrir dans le dictionnaire des mots rares qui l'aident à formuler ses pensées encore confuses. Elle aime courir à en perdre le souffle, aller à la chasse aux escargots avec son père, viser avec son lance-pierre ceux qui se moquent de son ami Saro. Aussi, quand les conventions l'obligent à se soumettre à une loi ancestrale, Olivia se rebelle et fait valoir son droit de choisir, au risque d'en payer le prix fort. Après le succès du train des enfants, Viola Ardon confie son talent à mêler fiction et histoire en donnant dans son nouveau roman une voix singulière, inoubliable à ce personnage. Voilà, il m'avait énormément tenté lors de sa sortie. Il n'est pas si gros que ça. Bon, il fait 385 pages, mais c'est un format pas vraiment broché, j'ai l'impression. Hein. C'est un peu en dessous d'un brochet, donc voilà. En tout cas, pareil, voilà, il me donnait grave envie, je suis trop contente de l'avoir reçu. Je me rends compte que je vous ai pas fait de résumé des autres livres. Alors, je vais pas vous faire le résumé de La Cour des Miracles parce que c'est le tome 2. J'ai pas envie de vous spoiler le tome 1. Et je vous ai pas non plus parlé de Sorcery of Thorns, mais je me rappelle vaguement du résumé. J'ai envie juste de me laisser un petit peu bercer par l'histoire et la découvrir en temps et en heure. Et je vous en parlerai quand je le lirai. Sinon, il se trouve qu'en rentrant du travail tout à l'heure, eh bien, j'ai fait un petit tour chez Gibert. Et ça s'est conclu par plusieurs achats de livres. Oui. Je vais vous les présenter comme d'habitude. Il y a 4 occasions qui ne m'ont quasiment rien coûté et un livre neuf par contre. Voilà, je ne l'ai pas trouvé d'occasion. Donc, mais j'avais très envie de le lire, donc je l'ai acheté. Pour commencer, on a Sophie Chauveau, L'Obsession Vinci. Sophie Chauveau, L'Obsession Vinci, publiée aux éditions Folio. J'ai déjà enlevé les étiquettes, mais je me rappelle qu'il m'a coûté 1 € et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, parce que c'était pas cher et que j'étais pas réellement sûre. Qui est vraiment Léonard de Vinci? On connaît l'inventeur virtuose, le scientifique précurseur, mais qu'en est-il de l'homme, des ressorts de sa créativité? Des bas-fonds de Florence à la forteresse de Ludovic le Mort, les campagnes guerrières de Borgia à la cour de François Ier, Léonard veut tout connaître, tout essayer, tout explorer. Sa ville, Florence, le boude. Rome le rejette. Venise se méfie de lui. Pourquoi? Quelle relation eut-il avec ses pères Michel-Ange et Botticelli? Sophie Chauveau nous raconte la vie de Léonard de Vinci avec la rigueur et la puissance native qui ont fait le succès de la Passion Lippi et du rêve Botticelli. Elle rend ainsi hommage aux artistes qui ont, il y a 5 siècles, conquis leur liberté. Le siècle de Florence s'éteint avec le plus mystérieux d'entre eux. Il m'a tenté, c'est pour ça du coup que je l'ai pris. Vous savez, j'ai fait des études en histoire de l'art. J'adore ce genre de roman, mais là, j'en étais pas sûre parce que c'est quand même une petite brique. Hein. Il fait 516 pages. Et bien évidemment, c'est écrit tout petit. Voilà. Je savais pas si ça allait être vraiment un peu romancé ou pas. Je vous avoue, je sais pas trop à quoi m'attendre en fait. Je lui laisse sa chance. Franchement, je lui laisse sa chance parce qu'il me donne envie. Et que j'adore Léonard de Vinci. Et que si j'aime, honnêtement, je pense que je me procurerai Rêve Botticelli parce que j'adore. Ensuite, pour 1 € de plus, je me suis pris La sacrifiée du Vercors de François Medellin. Tout
petit livre, pareil, vu son prix, je me suis laissé tenter. Il a été publié aux éditions 10-18. Je vais du coup vous lire le résumé. Une robe bleu roi roulait sous des branchages. Plus loin, une jeune femme sauvagement tondue gît sous un arbre. Dans cette forêt du Vercors, Marie Valette a été violée et assassinée. Elle avait 24 ans. Ce 10 septembre 1944, Georges Duroy, commissaire de police, et Judith Ashton, jeune photographe de guerre américaine, se trouvent sur la scène du crime. En cette journée caniculaire, tous deux s'interrogent. Qui a pu s'en prendre si violemment à la fille d'une famille de résistants? Jeune héros sorti de l'ombre, coupable idéal et villageois endeuillés s'affrontent dans les cendres encore fumantes de la libération. Car au sortir de 5 années de guerre, ce sont les silences et les règlements de compte qui résonnent sur les flancs arides des montagnes. Il est très court, il fait même pas 200 pages. Je me suis laissée tenter. Si vous connaissez, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, voilà, je ne me suis pas privée pour le prix de découvrir à la fois cet auteur et à la fois ce livre. Ensuite, nous rentrons dans la catégorie polar / thriller avec Franck Tillier, Puzzle. Puzzle, je sais pas comment on dit. Voilà, moi je dis puzzle, je crois. Puzzle, ouais, bref. Il se peut que ça varie durant la vidéo. Publié aux éditions Pocket. Je pensais avoir pris la dernière couverture sortie, mais en fait non, apparemment elle est dans les tons orangés. Je me suis trompée, mais c'est pas grave. Il m'a coûté 5,50 €, si je dis pas de bêtises. Et pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que ce livre m'a fait penser à un des derniers thrillers que j'ai lu, et il s'agissait de Synopsix de Angelina Delcroix. Voilà, en lisant le résumé, ça m'y a fait penser. Vous savez que j'ai adoré Synopsix et que j'en ai vraiment fait une fixette pendant quelques jours d'ailleurs. Et je me suis dit, ça y ressemble, donc je risque d'aimer. Je vais pas le lire maintenant parce que Synopsix est trop frais dans ma tête et je ne veux pas avoir un effet de déjà-vu et moins apprécier en fait cette lecture en me disant ouais c'est un peu pareil ou ouais, ben ouais, enfin je l'ai lu il y a pas longtemps quoi. Mais je vais pas le garder très longtemps dans ma palle, je vais vous lire le résumé et vous allez comprendre pourquoi. Ilan et Chloé sont spécialistes des chasses au trésor. Longtemps ils ont rêvé de participer au jeu ultime, celui dont on ne connaît que le nom, Paranoia. Le jour venu, ils reçoivent la règle numéro 1. Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité, il s'agit d'un jeu. Suivi un peu plus tard de la règle numéro 2, l'un d'entre vous va mourir. Et quand les joueurs trouvent un premier cadavre, jeu et réalité commencent à se confondre. Paranoia peut alors réellement commencer. Résumé très court, mais très aguicheur. C'est du Franck Tillier, j'en ai pas lu beaucoup, de lui j'en ai lu 3, j'ai lu La forêt des ombres, Le manuscrit inachevé et la suite Il était 2 fois. Je découvre quand même encore un petit peu Franck Tillier, bien que je sais à peu près à quoi m'attendre avec cet auteur. D'ailleurs dans ma pile à lire j'ai 1991, il faudrait que je le commence cette année pour enfin commencer la saga Charcot. Ce serait pas mal parce que là du coup c'est vrai que je me restreins à acheter des livres avec Charcot parce que vu que je sais que 1991 est la première enquête de Charcot, bien qu'il n'ait pas sorti ce premier livre en premier, ça me motive pas pour commencer d'autres livres quoi. Donc voilà, j'aimerais les commencer dans l'ordre. En tout cas celui-ci, pas mal. Et j'ai vu aussi une personne sur YouTube en parler récemment qui disait que la fin était juste incroyable, donc ça m'a motivée à l'acheter. Et enfin le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit d'une petite brique qui m'a coûté 5,70 €. Même une grosse brique parce que je sais pas combien, ouais il y a quasiment 800 pages. Il s'agit de Bernard Minier, Le Cercle, publié aux éditions Pocket. C'est le deuxième livre si je dis pas de bêtises avec le, comment il s'appelle, Servaz, le commandant Servaz. Le premier c'est Glacé que j'ai découvert vers septembre-octobre je crois en livre audio que j'ai tout bonnement mais adoré, vraiment c'est waouh, il m'a mis une claque, trop bien. Et je me suis procuré le Cercle. Alors je sais que ma mère l'a dans sa bibliothèque mais ma mère n'est pas là, elle est à Antibes donc je me vois mal faire l'aller-retour pour aller lui piquer son livre. Donc voilà, je me le suis procuré d'occasion, c'est pas grave. J'ai hâte de le commencer, j'avoue que j'ai pas lu le résumé, je l'ai acheté sans lire le résumé. Pourquoi la mort s'acharne-t-elle sur Marzac, petite ville universitaire du sud-ouest? Une prof assassinée, un éleveur dévoré par ses propres chiens et un mail énigmatique peut-être signé par le plus retors des serial killers. Confronté dans son enquête à un univers terrifiant de
perversité, n'importe quoi, le commandant Servaz va faire l'apprentissage de la peur pour lui-même comme pour les siens. Franchement, j'ai trop hâte de le lire, sachant qu'en plus on était resté en suspens sur certaines choses de la vie personnelle de Servaz, donc ouais, j'ai hâte. Par contre, c'est une sacrée brique. Je me suis pas rendu compte que Glacé était aussi gros parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai lu en audio, bien que j'en ai eu, je crois, pour 20 heures d'écoute, quelque chose comme ça. Mais là, j'avoue que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros quand même, hein. Donc je sais pas, peut-être que je vais le lire en audio si c'est le même narrateur. J'avais adoré, donc je verrai. Ou peut-être faire un petit peu des deux, à voir. Le dernier livre que j'ai acheté neuf, cette fois-ci, m'a coûté 20 € je crois. Il s'agit d'une saga, le premier tome d'une saga dans la fantasy. Et c'est Witch and God de Liv Stone. Le premier tome, c'est Ella la promise. C'est un livre que j'ai vu passer... Non, que j'ai vu quand je suis passée en librairie plusieurs fois ces derniers temps. Il m'a tiré et je disais non, 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 j'attends, j'attends, j'attends. En fait, j'ai craqué. J'ai craqué et j'ai commencé à le lire directement. Voilà. Ce qui m'a fait l'acheter, c'est surtout que l'on parle de mythologie grecque à l'intérieur. Il y a les dieux et les sorcières. Je sais qu'il y a le deuxième et le troisième tome qui sont sortis. Je ne sais pas combien il y en aura parce que, honnêtement, soyons honnêtes, hein, tous les livres de fantasy que j'ai commencé cette année, bon, il n'y en a pas 3 tonnes, mais à chaque fois, ce sont des sagas. J'ai du mal à trouver des one-shots. Et franchement, des fois, c'est pas des sagas, c'est pas que des duologies ou des trilogies. Des fois, il y en a 4, 5, 6. Et je me dis, je m'embarque dans quoi là? Parce que ça va faire après beaucoup, beaucoup de livres à lire, à suivre et ne pas prendre trop de retard dans les sorties. Et je comprends pas pourquoi on fait autant de livres en fantasy. Pourquoi ce sont que des sagas? Ça nous oblige après à acheter des livres. Voilà, bon, c'est une bonne excuse en soi, mais après, pour le temps de lecture, on n'a pas le temps de lire les autres. Bref, allez, je vous lis le résumé. Ella est une jeune sorcière sans don, enjouée et pétillante, vivant tranquillement dans le monde des humains. Cette année, elle assiste aux côtés de ses 2 puissantes sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Mais cette édition est particulière, les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour sceller cette paix, ils organisent un mariage entre un représentant de chaque communauté. Ella est outrée d'apprendre que sa sœur est la sorcière désignée pour cette union, et encore plus lorsque le maître des dieux, Zeus, présente le futur marié, son petit-fils Deimos, dieu de la terreur. Froid et arrogant, ce dernier cache une forme aussi sombre que dévastatrice. Mais Deimos bouleverse les négociations en désignant lui-même la promise qu'il a choisie, la sorcière sans don à laquelle personne ne s'attendait est là. Ok, c'est peut-être quelque chose de déjà vu en fantasy, en romantasy, c'est-à-dire l'union entre 2 clans, 2 communautés, 2 espèces, de ce que vous voulez, pour faire cesser une guerre ou autre. C'est peut-être pas très très original, mais ce sont des dieux grecs et des sorcières, notamment on retrouve Circé et compagnie, donc voilà, ça m'a grave donné envie de l'acheter, aussitôt acheté, aussitôt lu. J'ai lu les 3 premiers chapitres, 2-3 premiers chapitres, c'est exactement le résumé. Je n'en sais pas plus pour le moment. Je vous parlerai du coup de ma lecture quand j'aurai un petit peu plus avancé, savoir si j'aime pas. Pour le moment, franchement, j'aime bien. Plutôt sympa, pas très gros, donc c'est sympa pour commencer l'année. Sinon écoutez, pas plus pour ce lundi. Je vous reprendrai dans la semaine pour vous parler de la lecture que j'ai terminée. Il s'agissait de Brigitte le Chanteur, La Voix de mon père, aux éditions M+. C'est un service presse que j'avais reçu vu que je suis en partenariat avec eux cette année. Je l'ai terminé, je vous dirai ce que j'en ai pensé dans la semaine. Nous sommes mardi matin, je vous prends pour vous parler du coup de la lecture que j'ai terminée, la première lecture de 2023, bien que je l'ai commencée en 2022. De base, c'était une lecture commune que je devais faire avec Camille, du compte Mama Camille. Ça s'est transformé à une lecture individuelle. Voilà, parce qu'en fait, on l'a commencé quasiment au moment des fêtes. Et vous savez que quand on travaille dans la vente au moment des fêtes, c'est compliqué. Puis il y a eu Noël. Honnêtement, en fait, j'ai mis le livre entre parenthèses jusqu'après le Nouvel An. Voilà, j'ai pas lu, je crois, de quasiment une semaine ou un truc comme ça, et elle avait déjà fini. Donc c'est pas grave, je l'ai continué, je l'ai avancé toute seule. C'est une lecture du coup qui a traîné quand même un petit peu en longueur, hein. J'ai quasiment mis 3 semaines pour le lire. Il fait 400 et quelques pages, je sais pas... 403 pages.
Ouais, 403 pages. Et donc, il est publié aux éditions M+. C'est un thriller. Je verrai plus ce livre quand même comme un suspense qu'un thriller. Voilà, parce que en fait, pour moi, thriller, ça veut dire vraiment quand il y a tueur en série et compagnie, quoi. Là, c'est pas vraiment le cas. Non, pour moi, enfin, non, c'est plus un suspense, hein. Dans ce livre, on va suivre du coup Patricia qui vit à Paris, qui est belge de base, mais qui vit à Paris. Et un jour, elle écoute des cassettes de son père qui était avocat et qui avait l'habitude d'enregistrer du coup des cassettes comme ceci pour son travail. Il est mort il y a 15 ans, je crois. Ouais, il y a 15 ans, en fait, il a été porté disparu en mer le jour de son anniversaire. Et lorsque Patricia va écouter une de ses cassettes, elle va entendre un double enregistrement dessus, où en fait son père fait une déclaration à une dénommée Michel. Sauf que sa mère ne s'appelle pas Michel et elle ne connaît pas de Michel dans son entourage. Elle essaie de se souvenir au plus loin de sa mémoire quand elle était jeune, le prénom des secrétaires de son père ou autre, mais pour elle, enfin, y a rien qui évoque cette dénommée Michel. Forcément, c'est un peu l'image de son père qui se dégrade. Elle s'attendait pas du tout à ça. Elle s'en veut de n'avoir rien vu lorsqu'elle était plus jeune, sachant qu'en plus elle a perdu sa mère il y a 6 ans de ça aussi. Elle va essayer de creuser, de retrouver cette Michel, d'interroger certaines personnes de l'entourage de son père qui sont encore vivants. Des habitués notamment qui venaient jouer au poker tous les vendredis soirs, je crois, chez eux. Elle va aussi se rendre en Belgique pour aller voir sa sœur, pour poser quelques questions comme ci comme ça, mais sans réellement l'impliquer, sans réellement lui dire ce qu'elle a entendu sur la cassette. Bien évidemment, sa petite enquête va faire son bout de chemin. Je sais pas si ça se dit. Bref, ça va avancer, mais au plus elle va avancer et au plus elle va découvrir des choses sur son père, des choses qu'elle ignorait totalement et des choses assez gravissimes, j'ai envie de dire, étant donné que son père a fait partie d'une secte qui s'appelle la Main Noire. Mais encore, si c'était que des révélations, ça pourrait aller, sauf que là, il y a carrément des personnes qui tombent petit à petit comme des mouches autour d'elle. Va s'en suivre du coup une aventure qu'elle va mener d'abord seule et ensuite en duo, et qui va la mener un petit peu aux quatre coins du globe. Bien évidemment, elle comprend aussi assez vite que même si elle ne veut pas s'y résoudre, que son père n'est pas mort en mer il y a 15 ans. En tout cas, ça n'a pas été une mort accidentelle. Ça, elle le comprend très vite et elle va donc essayer de comprendre pourquoi, qui est à l'origine de sa disparition, dans quoi il s'est fourré. Et voilà, c'est quand même... elle met le doigt sur un complot, sur une organisation quand même mondiale, si je puis dire, qui va faire des ravages. C'est un roman qui est assez rythmé, les chapitres sont très courts, si on peut parler de chapitres, parce qu'il n'y a pas de numéro, il y a juste des petits boutons play durant la lecture. Et voilà, par exemple là c'est typique, une page, et ensuite on passe à l'autre. Des fois c'est vraiment très très court. Donc ça s'enchaîne bien, ça donne du rythme à la lecture, ça fait aussi, ça nous donne l'impression que l'on avance vite dans notre lecture. J'ai bien aimé cette histoire, notamment avec les secrets de famille, la double vie qu'a eu son père. Après, il y avait quelques petites choses attendues quand même vis-à-vis de lui. Quelque chose que l'on voit venir. Je peux pas dire que j'ai adoré non plus, mais c'est très bien ficelé, c'est très bien mené. Je pense que j'ai été un petit peu à bout de souffle durant cette lecture parce que j'ai mis beaucoup trop de temps à le lire. Et généralement, ça me le fait quand je laisse traîner les livres sur 2-3 semaines. J'ai coupé ma lecture, j'y suis revenue, mais j'avais envie d'autre chose. J'étais pas à fond dedans et Camille, elle, a pas mal apprécié aussi sa lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été un gros kiff, mais elle m'a dit qu'elle avait apprécié, que c'était plutôt sympa. Et je la rejoins totalement, vous passez un très bon moment. Est-ce que cette lecture va être inoubliable? Non, je ne pense pas. C'est pas la lecture de l'année, mais par exemple, j'ai été beaucoup plus emballée par Mathieu Bertrand, La Porte d'abandon de la même maison d'édition, où voilà, j'avais été vraiment à fond dedans. Là, c'est quand même sympa, hein, ça s'enchaîne, ça tient la route, cette histoire de complot, d'organisation secrète. En fait, des fois, j'étais vraiment dans l'histoire
Et ça avançait vite, j'avançais vite. Et puis parfois, je ramais un petit peu, je ramais. Ça a été un bon moment de lecture, voilà, à l'instant T. Maintenant, comme je vous dis, ça sera peut-être pas inoubliable et je suis sûre que je vais découvrir des livres qui vont encore plus me plaire de cette maison d'édition. D'ailleurs, il me reste Putain de Karma à lire, qui m'avait été aussi envoyé, et Souviens-toi de Sarah. Voilà, c'est les 2 lectures qui me restent à faire de cette maison d'édition avant de recevoir les prochaines. Et j'ai entendu de bons avis sur les 2 livres, donc j'espère que ça me plaira aussi. Voilà pour ce qui était de ma première lecture terminée de 2023. Sinon, je suis toujours dans ma lecture de Wish and God. Witch and God, c'est ça, de Liv Stone. Je suis quasiment à la moitié. Il se lit très 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 facilement. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense que d'ici la fin de semaine, je l'aurai terminé. Franchement, je vais pas vous mentir, j'aime vraiment cette histoire. J'aime vraiment la romance qu'il y a à l'intérieur. Je suis carrément à fond dedans. On dirait une groupie quand je lis. Mais je pense qu'à côté, je vais commencer peut-être une autre lecture. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de littérature générale. Je me dis pourquoi pas, je vais essayer de choisir un livre qui me tente bien. Et puis voilà, je vous en reparlerai dans la semaine. Nous sommes vendredi matin, je vous prends avant d'aller au travail, je vais boire mon café avec vous. Je vous ai pas pris ces 2 derniers jours d'ailleurs parce qu'écoutez, j'étais dans ma lecture de Witch and God. Du coup, c'était de Liv Stone aux éditions BMR. Et en fait, il ne s'est pas passé plus dans ma vie de lectrice. Et d'ailleurs, j'ai terminé ce livre hier soir, donc je vous prends aussi pour vous en parler. J'espère que le contre-jour ne va pas trop gêner. Je filme actuellement avec mon téléphone parce que, petite parenthèse, je me suis rendu compte que bon, la qualité sur la caméra avec laquelle je filme est meilleure que sur le téléphone, ça c'est indéniable, surtout que j'ai un ancien iPhone. En revanche, au niveau du son, il y a toujours du bruit à l'arrière et ça me dérange un petit peu. Surtout quand des fois je fais appareil photo et téléphone et là je vois grave la différence, il n'y a pas de bruit derrière moi. Voilà. Donc je sais pas s'il faut que j'achète un micro que je branche sur ma caméra ou autre. Je suis en train de me renseigner, je suis en train de voir. Parce que c'est vrai que je préfère quand même tourner à la caméra que sur mon iPhone. En plus, j'ai jamais d'espace de stockage et compagnie. Enfin bon, bref, c'est vraiment, ça c'est l'histoire de ma vie. Bref, voilà, dites-moi quand même si ça vous convient, si la qualité vous va. Et du coup, j'essaie de vous prendre tout le temps en journée. Parce que sinon, le soir, je n'ose imaginer, même avec la ring light, la qualité médiocre d'image que l'on va avoir. Mais il se peut que ça arrive quand même durant ces 15 jours de vlog. Bref, parenthèse fermée. Concernant du coup ma lecture de Witch and God, comme je vous l'ai dit, on va suivre Deimos qui est le dieu de la terreur. C'est le frère jumeau de Phobos qui est le dieu de la peur et leur père c'est Arès, le dieu de la guerre. Ils ont pour habitude de combattre tous les 3 tout le temps sur les champs de bataille. Et on va suivre Ella qui est une sorcière sans don, sans pouvoir. C'est bien la seule de sa fratrie. Parmi toutes ses sœurs, parmi tous les guides des sorcières, parce qu'il n'y a que des femmes. C'est la seule à n'avoir aucun don. Elle a toujours été un petit peu exclue de sa communauté et c'est pourquoi en fait elle a décidé de vivre un petit peu plus comme une humaine tout simplement. Et en fait elle va à l'université, elle fait des études, elle s'est fait des copains et des copines humains, j'ai envie de dire. Et voilà, elle mène sa petite vie et elle oublie en fait que c'est une sorcière parce qu'elle n'est pas immortelle comme ses sœurs. Mais sa vie va totalement changer lorsqu'en fait un soir, les sorcières et certains dieux vont se réunir dans la clairière qui est en fait le repère des sorcières, accompagnés donc du dieu Zeus pour parler d'une union, d'un mariage arrangé entre du coup son petit-fils Deimos et une sorcière. Alors de base ce n'est pas Ella qui est choisie, c'est oula un peu compliqué ces noms hein. Alors c'est pas Méroé, c'est la sœur du coup de Ella. Et c'était elle qui était choisie pour cette union, mais au dernier moment, Deimos va choisir Ella, la sorcière sans don. Forcément, s'il a choisi, c'est parce qu'il y a une raison. Deimos craint les sorcières et celle-ci va moins la craindre étant donné qu'elle n'a pas de pouvoir. Si les dieux et les sorcières décident d'organiser cette union, ce mariage, un petit peu quand même forcé, on va pas se mentir,
C'est tout simplement en fait pour que la paix revienne entre les deux clans, étant donné qu'il y a des centaines et des centaines d'années, il y a eu une guerre entre les deux, une guerre dirigée par la sorcière Hécate et qui a détruit totalement le mont Olympe sur lequel vivaient donc les 12 dieux principaux du mont Olympe. On ne connaît pas bien la raison, le comment du pourquoi en fait Hécate a décidé de détruire le mont Olympe, mais vous inquiétez pas, on l'apprendra. En tout cas, on est loin de la raison que donne Zeus, a priori. On sent qu'il y a anguille sous roche et que ce n'est pas toute la vérité. Et donc, suite à cette union, les Olympiens demandent de récupérer le mont Olympe. Parce que là, actuellement, ils vivent dans un siège, leur siège est à New York. On sent également que du côté des sorcières, cette union a été aussi longuement réfléchie et que derrière tout ça, elles attendent quelque chose, elles manigancent quelque chose, en tout cas certaines d'entre elles. Donc voilà, on sait que c'est pas gagné en tout cas pour avoir la paix entre les dieux et les sorcières, que tout est planifié et qu'en fait chaque camp attend quelque chose de Deimos ou de Hela. Est-ce que j'ai aimé cette lecture? Oui, totalement. Je vous rappelle que c'est de la romance Tessie, un petit peu de Beat-Lit. Alors le Beat-Lit, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand nous sommes dans du fantastique avec de la transformation animale. Donc là, par exemple, Deimos, il a la capacité de se changer en chien-loup. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Beat-Lit. Pour ceux qui ont la référence de Twilight, vous savez. En tout cas, je vous l'ai déjà dit, il n'y a rien d'original dans ce livre, que ce soit par le sujet principal qui est donc le mariage arrangé pour avoir la paix entre deux clans. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est vu, c'est du réchauffé, c'est du vu et revu. Mais vous savez, c'est comme quand on regarde un film de Noël ou une romance, on sait exactement comment va se dérouler l'histoire. Et ben là, c'est exactement pareil, mais on est quand même happé. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai été happée par cette histoire de A à Z. Déjà parce que j'adore la mythologie gréco-romaine, égyptienne, nordique. Je suis fascinée par ça depuis toujours. Donc ça m'a fait trop plaisir en fait de trouver un livre un petit peu romantique ou ne serait-ce que fantastique voilà, sur cette thématique-là. C'est en plus un petit peu du 2.0 parce que ce sont quand même des dieux, des déesses, des sorcières qui vivent dans notre monde à nous. Alors certes, ça se passe à New York, mais du coup, ils suivent la mode vestimentaire. Bon, il y en a qui sont totalement largués dans le monde des humains, d'autres non, ils s'y intéressent, ils s'intègrent un petit peu de leur de leur environnement. Forcément, dans une romantécie, ce qu'on attend, c'est aussi un petit peu du spicy, et on en a certains moments, c'est plutôt pas mal. On a cette tension un petit peu aussi entre Hela et Deimos qui ne se supportent pas au début, ils sont très 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 différents. Petit à petit, ils vont apprendre à se connaître et je vous laisse du coup deviner la suite. Franchement, j'ai été happée par cette histoire, j'ai vraiment fait ma groupie. J'étais à fond sur ce mariage entre Hela et Deimos, sur ces personnages-là, j'ai trop 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 aimé. Ça se lit hyper bien, alors vous attendez pas à avoir une plume hyper sophistiquée, c'est pas du tout le cas, c'est écrit de façon très fluide, très simple. Voilà, il n'y a pas de fioriture dans l'écriture, il n'y a rien de tout ça, mais ça se dévore tout simplement. Et je pense que aussi j'ai apprécié parce que c'est pas quelque chose que je lis tout le temps. En tout cas, vous l'aurez compris, lorsque je vais passer en librairie dès la prochaine fois, je vais m'acheter le tome 2. Oui, oui, ça y est, je crois que je suis devenue vraiment fan addict à cette saga-là. Parce qu'il faut quand même savoir que on nous laisse sur un petit cliffhanger des familles à la dernière page, la dernière ligne, et que j'étais là en mode aïe. Est-ce que c'est fini ou c'est pas fini? Non, c'est pas fini. Donc du coup, j'ai envie de savoir la suite. On va retrouver les mêmes personnages, on risque d'en découvrir des nouveaux certainement. Donc voilà, j'ai trop 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 envie de lire la suite. En plus, pardon, mais les couvertures souvent dans les fantaisies sont trop jolies. Faut savoir qu'en plus, même étant plus jeune, je ne lisais jamais ce genre de roman. Que ce soit de la fantasy, du fantastique ou de la romantécie et compagnie, je n'ai jamais lu ce genre de livre. J'ai jamais lu les Twilight et en fait j'ai jamais aimé les Twilight, donc au moins c'est réglé. Et alors là, attention, ne me jetez pas la pierre, mais je n'ai jamais lu Harry Potter. J'ai regardé les films, j'adore les films, je les re-regarde de temps en temps, pas toutes les années, je vais pas vous mentir, mais j'adore l'univers. Je n'ai jamais lu les livres. Voilà, c'est dans ma wishlist, dans ma to-do list à faire, des choses à faire en tant que lectrice, faudrait que je me lance. Peut-être en audio d'ailleurs.
Mais non, je n'ai jamais lu Harry Potter et je sais pas pourquoi, voilà, ça fait depuis l'année dernière, j'ai voulu découvrir un petit peu le monde de la fantasy fantastique. C'est peut-être aussi à force de suivre certains booktubeurs. Je pense surtout à Nina Quill et à Kimi Collection que je suis. Rêve ta vie un lecteur pour Louise, pour tout ce qui est livre jeunesse. Et en fait, à force de lire, à force de voir pardon, leurs vlogs, leurs vidéos, de les suivre sur Instagram, forcément j'ai eu, ça m'a donné, ça m'a titillé, ça m'a donné envie de découvrir un petit peu leur univers, de découvrir leur lecture préférée. Et je commence à tomber dedans, je crois, les deux pieds. Les deux pieds en avant, je crois bien. Bref, voilà pour ça. Sinon, je n'ai absolument pas commencé de nouvelles lectures. Ce soir, ça va être impossible parce que je suis de pot de départ. Donc, ça va finir, je pense, un peu tard. Je ne lirai pas en rentrant parce qu'on risque de rentrer en pleine nuit. Écoutez, peut-être ce week-end. Après, je travaille dimanche étant donné que c'est le premier dimanche des soldes. Bah, dans le commerce, très souvent, le premier dimanche des soldes, on ouvre. C'est mon cas, donc je sais pas si j'aurai le temps de lire, mais dès que je commence une nouvelle lecture, je vous la présenterai. Hello hello, nous sommes vendredi, je sais plus quel jour, 20, 21 janvier, je sais plus. Je ne vous ai pas pris depuis le début de la semaine parce que comme vous pouvez peut-être un petit peu encore l'entendre, j'ai été malade en fait. Voilà, à partir de mardi, j'ai été KO. J'ai eu une rhinopharyngite doublée d'une trachéite qui m'a mise KO. Voilà, je suis restée déjà hier au lit toute la journée avec de la fièvre et compagnie. Ça a commencé mardi, mercredi, je commençais vraiment à être dans le mal. Et aujourd'hui, ça y est, ça commence à aller mieux, je tousse beaucoup moins. Donc c'était pour moi impossible déjà de vous prendre en vidéo. Je pouvais pas enchaîner 3 mots sans me mettre à tousser. En plus de ça, je ne sais pas vous, mais quand je suis malade, j'ai énormément de mal à lire ou même à passer du temps sur mes écrans. Ça me donne mal à la tête, ça me fatigue plus qu'autre chose. Donc autant vous dire que je n'ai pas beaucoup lu. J'ai quand même commencé une nouvelle lecture suite à ma lecture terminée de Witch and God que je vais vous présenter. Mais avant ça, il se trouve que lundi, je suis allée récupérer un colis des éditions M+, que je ne vous ai pas présenté, donc je vais le faire maintenant. J'ai le nez dans un état. Le sopalin, quand on est malade, ça pardonne pas. Oh, il n'y a rien de plus râpeux et irritant. J'avais pas de mouchoir. Bref. Bon, j'espère que niveau cadrage, ça va parce que j'ai l'impression... J'arrive pas à cadrer ce matin, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ma bibliothèque, elle est comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai reçu 2 livres de la maison d'édition M+, c'est une saga. Voilà, donc j'ai reçu en fait le tome 1 en format poche, le tome 2 en format broché parce que je pense que donc le tome 2 est sorti ou va bientôt sortir. Et donc ça s'appelle Ella, décidément. Ella, c'est le personnage principal de Witch and God. Ella, l'espoir au loin. Et donc ça c'est le tome 1. Et donc c'est de Nelly Ben Israël et là le tome 2 Plus fort que les vagues. Voilà, donc tous deux aux éditions M+. Avec, j'ai pas commencé à le lire, hein, c'est qu'avec il y avait un petit marque-page de Brigitte Le Chanteur, la voix de mon père. Super sympa en tout cas à chaque fois d'avoir des marque-pages avec des livres que l'on a déjà. Alors du coup je vais vous lire le résumé du tome 1 et uniquement du tome 1 étant donné que je ne veux pas que l'on nous spoil. Ella Marge a 17 ans en 1965. Issue d'une famille juive aisée de Rouen, ses parents survivants de la Shoah sont traumatisés par la guerre. Ella et son frère Sébastien font partie de la deuxième génération née après l'innommable mais souffrant des séquelles indélébiles du supplice que vécurent leurs parents. Brillante littéraire, Ella tente de quitter sa famille oppressante, son père violent la tourmentant sans relâche. Lors d'une réunion culturelle, elle rencontre l'écrivain et activiste espagnol Georges Samprún, qui deviendra son mentor. Ce premier volet de ce diptyque historique évoque des souffrances mais aussi des grands amours. Alliant travaux académiques, références musicales et cinématographiques, l'auteur aborde également les thèmes de l'identité et de la reconstruction. Outre la découverte de la France des années 60 et 70, ce roman entraîne les lecteurs en Espagne et en Israël,
à la rencontre de personnalités historiques, de la guerre des 6 jours à la transition démocratique espagnole en passant par mai 68. Et donc l'auteur Nelly Ben Israël est bibliothécaire à l'université hébraïque de Jérusalem. Elle est née au Maroc, de nationalité israélienne, de culture française et espagnole, et c'est son premier roman. Voilà, bon, je pensais que ça allait être une trilogie, et finalement, non, pas du tout, c'est une duologie. Donc c'est plutôt cool, ça veut dire que du coup, j'ai les 2 livres à lire. C'est le genre de livre que j'aime beaucoup. Je ne connais pas beaucoup tout ce qui est culture juive, on va dire, histoire juive. Donc je pense que ça va être un bon moyen de s'y plonger un petit peu, d'apprendre certaines choses. Il fait environ 500 pages celui-là. Celui-ci m'a l'air un peu plus court, ou alors c'est parce qu'il est en... Non, il est un peu plus court. Il en fait 325. En tout cas, j'ai hâte de les découvrir. Là, ça va pas être dans mes priorités parce que j'en ai déjà 2 à terminer avant. J'aime bien le faire dans l'ordre. J'espère en tout cas passer un bon moment de lecture. Je connaissais pas du tout que ce soit l'auteur ou honnêtement la sortie de celui-ci, je l'ai pas vu passer. Mais voilà, ça sera avec plaisir en tout cas que je vais le découvrir. D'ailleurs, j'ai aussi reçu des livres de HarperCollins Bien-être. Bien évidemment, j'ai totalement oublié de leur donner ma nouvelle adresse, donc c'est arrivé à mon ancien appartement. Donc il va falloir que j'arrive à les récupérer. Et surtout que je pense envoyer un mail pour indiquer le changement d'adresse. Donc voilà, je sais que j'en ai reçu 2. C'est très frustrant de ne pas les avoir. Je vais essayer de les récupérer dans la semaine qui vient et du coup de vous les présenter également. D'ailleurs, je suis désolée, il y a des travaux juste en haut là. J'espère que ça s'entend pas trop parce qu'en fait ça dure toute la journée. Donc là, j'ai de la chance, il n'y a pas de perceuse, il n'y a rien de très très sonore. Mais moi, j'entends les coups de marteau et tout, et j'espère que ça va pas vraiment s'entendre à la caméra, parce que sinon, je sais pas quand vous prendre pour éviter justement ce genre de bruit. Bref, donc je vous disais qu'hier, j'ai commencé donc une lecture, hier soir, hein, donc pour vous dire, j'ai vraiment pas lu ces 4 derniers jours. Il s'agit de Alabama 1963 de Ludovic Manchette et de Christian Niemek, que je me suis procuré d'occasion format poche. Donc c'est aux éditions Pocket. C'est un livre qu'on a énormément vu passer sur les réseaux sociaux. C'est le premier livre de ces 2 auteurs, en tout cas en collaboration. Ils en ont sorti un deuxième qui a eu tout autant de succès. Je me rappelle plus le titre. Je vois l'histoire, mais je me rappelle absolument pas le titre. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, mais il m'a fait tellement envie depuis des mois et des mois que je me suis dit tiens, j'avais envie d'un contemporain. Alors certes, c'est quand même teinté quand même d'une enquête de police, mais bon, c'est pas un thriller. Et les travaux. Pour vous faire un petit résumé, dans cette histoire, on va suivre plusieurs personnes, plusieurs personnages, mais tout va être lié. Le fil rouge de cette histoire, c'est la disparition d'une petite fille de 5 ans, une petite fille noire qui s'appelle Didi. Ses parents sont désespérés parce qu'elle a disparu le 8 août. Et en fait, les parents sont allés plusieurs fois au poste de police pour signaler sa disparition, mais ils ne sont pas pris au sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont noirs aussi. Et donc, à cette époque, tout était compliqué pour eux, hein. Ils vont finir par aller voir un détective privé qui s'appelle Bud, qui vit dans une déchetterie qui lui sert de bureau. Il est alcoolique, il ne travaille pas, il gagne pas d'argent, il n'a pas de travail, enfin bref, il a été viré il y a 2 ans de la police suite à l'affaire, mais on ne sait pas de quelle affaire il s'agit. Et depuis, il galère, il a totalement sombré dans l'alcool et compagnie. Au début, il n'est pas du tout... en fait, à la première rencontre avec les parents de Didi, il est tellement ivre qu'il ne se rappelle absolument pas les avoir rencontrés. Et donc les parents partent, j'ai envie de dire une main devant, une main derrière, jusqu'à ce qu'ils soient enfin entendus et écoutés par Bud. Ils font une deuxième tentative et là, Bud accepte donc de les aider. Malgré lui, parce que Bud a énormément d'a priori, de préjugés, et il est très raciste en fait envers les Noirs, mais il se dit que après tout, il a besoin de travailler, il a besoin d'argent, donc s'il doit travailler pour des Noirs, il le fera. Et on va également suivre une femme qui s'appelle Adela Cobb, une femme de ménage qui est noire, elle aussi, qui a perdu son mari et qui a 3 enfants à charge et qui vit avec son beau-frère. Elle a besoin de travailler tous les jours de la semaine pour pouvoir gagner sa vie, subvenir
aux besoins de sa famille, bien que son aînée travaille également elle aussi en ville. Donc autant vous dire qu'elle travaille pour des maisons un petit peu aisées, pour des femmes aisées. Et donc là, on a plutôt un petit peu sa vie au quotidien, tout ce qu'elle peut entendre, tous les préjugés également. Les femmes pour qui elle travaille considèrent les Noirs comme des voleuses, des menteuses, des gens qui ne font pas trop la conversation, qui ne sont pas fut-fut. Elles sont payées bien évidemment une misère pour tout le travail qu'elles font. Elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur, leur travail n'est pas remercié. C'est très facile de se faire virer tout simplement. Et par les temps qui courent, le travail non plus n'est pas facile à trouver. Donc on suit son quotidien et à travers cela, on voit vraiment la séparation entre les noirs et les blancs, que ce soit à la laverie, que ce soit dans le bus, dans les quartiers, de partout. Bien que on nous dit au début du livre qu'il y a 7 ans, la loi, il y a eu la déségrégation, on va dire, et les lois ont changé, sauf à Birmingham, donc en Alabama, là où se passe cette histoire, parce que les mœurs sont très figées et les gens sont très obtus, voilà, dans leur façon de penser, donc rien n'a véritablement changé. Ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est qu'on a les dates à chaque début de chapitre, on a la date du jour. Donc le premier chapitre commence le jeudi 8 août, donc jour de la disparition de Didi. Le deuxième chapitre commence le mercredi 14 août. Et les recherches n'ont toujours pas été entamées, bien qu'il y ait des battues qui sont organisées par des hommes aussi noirs, mais pas par la police. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est ça, c'est de voir en fait le laps de temps, les jours perdus de recherche, parce qu'en fait c'est une famille noire. Parce que je suppose que si ça avait été une famille blanche, alors il n'y a pas du tout de... Enfin, commencez pas à me dire oui, tu dis noir, tu dis blanc, mais bon, je sais pas comment appeler ça, enfin, on va appeler un chat, hein. Donc voilà, j'utilise juste les termes qui sont dans le livre. Donc si c'était une famille blanche, je pense que les recherches auraient commencé le jour même du signalement, en tout cas de la disparition de l'enfant. Et là, c'est pas du tout le cas. Et c'est très très intéressant du coup de voir combien de jours s'écoulent avant qu'il y ait un élément déclencheur qui va réveiller à la fois la police et Bud. Et là, ils vont se mettre sur l'enquête. Pour le moment, j'aime bien ma lecture, ça se lit très bien, très vite. Il y a ce suspense en fond sur la disparition de l'enfant. On veut savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'on va la retrouver. Ouais, c'est très intéressant. Et c'est vrai, moi j'ai toujours du mal quand même avec toute cette histoire de ségrégation ou même d'apartheid en Afrique du Sud. J'ai du mal en fait à me dire que c'est réellement arrivé. Pour moi, c'est juste impossible. Comment on en est arrivé là? Comment on a pu, quoi, vraiment. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je regarde beaucoup de films ou j'aime beaucoup lire de livres qui traitent de ce sujet-là. Mais à chaque fois, j'ai cette même réflexion et je me dis, mais pourquoi, quoi? Mais comment l'homme peut être comme ça, quoi? C'est juste incroyable jusqu'où l'humain peut aller, quoi. Et ça, moi, ça m'hérisse les poils des fois durant ma lecture de voir tous ces préjugés, de voir toute cette haine en fait contre cette population-là. Mais moi, ça me flingue vraiment. Voilà, en tout cas pour le moment, c'est un bon livre. Je passe du bon temps malgré tout à cette lecture que j'ai hâte de continuer. Je sais pas si j'aurai le temps de le finir. Pardon, d'ici ce week-end. Il est assez court, il fait 349 pages. Je me dis si je lis un peu ce soir, un peu demain, c'est peut-être jouable, on verra bien. C'est tout pour ce matin. Je vais de ce pas aller travailler en espérant que tout se passe bien et que je ne vais pas tousser à mort sur les clients. Parce que peut-être qu'à force de parler ce soir, ma voix sera un peu fatiguée. Mais bon, ça va déjà beaucoup mieux. Et je vous dis du coup à ce week-end. Hello hello, nous sommes dimanche matin et je vous prends pour clôturer le vlog lecture. C'est le premier vlog de 15 jours, mais je pense qu'on verra pas trop la différence étant donné que je vous ai pas pris de toute la semaine, enfin de tout le début de la semaine étant donné que j'ai été malade. Je pense qu'il y aura pas grand changement, mais n'hésitez pas quand même à me dire si vous préférez les vlogs de une semaine ou les vlogs de 15 jours.
je m'adapterai et voilà, ça me fera plaisir de faire ce que vous aimez regarder. Je n'ai pas trop avancé dans ma lecture de Alabama 1963. J'ai lu 100 pages, 108 pages je crois pour être précise. Ouais, c'est ça. J'ai pas trop eu le temps, je m'y mettrai plutôt en fin de journée une fois que toutes les tâches ménagères et compagnie seront effectuées. Ça, c'est le rituel du dimanche. Donc voilà, je me le réserve en fin d'après-midi et j'espère quand même bien l'avancer parce qu'il est, il est quand même tout fin. Pour le moment, j'aime toujours aussi bien ma lecture, donc je vous en reparlerai ça dans les vlogs à venir. Et voilà, sinon j'espère écouter que vous avez passé de belles semaines, que vous allez passer de belles semaines également, pleines de bonnes lectures. N'hésitez pas toujours à me dire ce que vous êtes en train de lire, s'il y a des livres que vous me conseillez. Peut-être que vous avez même lu Sous la neige, alors peut-être pas sous la neige mais entouré de neige. Perso, nous à Montpellier, il n'a pas neigé. Pas à Montpellier même, dans les hauteurs oui, mais pas en centre-ville forcément. C'est bien dommage, mais j'aime bien le froid qu'il fait en ce moment. Voilà, j'aime bien, je trouve que ça revigore. On peut rester tranquille à la maison sous les plaids et tout, je sais pas, j'aime trop ce temps. En plus, il fait super beau, donc ça rajoute un plus. Et je vais essayer de régler au plus vite le problème de micro et de son que j'ai sur mon appareil, enfin sur ma caméra, parce que voilà, ça m'embête un peu. N'hésitez pas non plus à me dire, voilà, par rapport à la qualité, au son, à l'image. Je sais jamais trop comment me positionner face à la distance en fait à laquelle je filme. Il y en a qui me disent que je filme trop près, d'autres trop, trop, enfin trop haut ou trop bas ou trop, enfin je sais jamais comment me positionner. Que de choses techniques à régler et surtout à apprendre. En tout cas, ça reste un plaisir de vous tourner ces vlogs lecture. Donc le prochain aura lieu dans 15 jours. Et voilà, j'espère en tout cas celui-ci vous aura plu. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Prenez soin de vous et on se retrouve dans un prochain vlog lecture.